Depuis les temps anciens, les gens étaient conscients à quel point il est important de connaître l'histoire de son peuple et de la transmettre aux générations futures. C'est l'histoire qui permet à un homme de s'identifier à telle ou telle nation et culture. Mais depuis plusieurs siècles, l'histoire sert aussi d'autres objectifs. Dans tous les États, l'histoire était au service des intérêts politiques. Par conséquent, elle était en grosse partie subjective. Aujourd'hui, suite à de nouvelles recherches, il est apparu que toute l'histoire mondiale est monstrueusement déformée, dans la plupart des cas de façon consciente et intentionnelle. La majorité d'entre nous est persuadée qu'il n'est pas possible de falsifier l'histoire à l'échelle mondiale, parce qu'une telle falsification globale ressemble à une opération spéciale qu'il ne serait pas possible de mener simultanément et de façon coordonnée dans tous les pays. Et puis, qui aurait pu faire ça? L'homme moderne, élevé sur les versions historiques de Scaliger-Peto, globalement en vigueur, va obligatoirement poser la question: comment ça aurait pu arriver que la vraie histoire puisse être oubliée et que sa place soit prise par une histoire fictive? Est-il possible d'échanger l'histoire de toute l'humanité? Il se trouve que oui, et c'est de cela que nous allons traiter dans notre film. Dans le film précédent de notre série, nous avons parlé de l'existence d'un seul empire mondial, celui de la Russe Horde. C'était au XIIIe-XVIe siècle de notre ère. L'Empire romain et la Grèce antique, si pittoresquement décrits dans l'histoire soi-disant d'avant notre ère, n'ont jamais existé. À l'époque d'avant notre ère n'ont jamais existé non plus la Chine, avec son ancienneté soi-disant millénaire, l'Inde et le royaume sumérien. Il n'y a pas eu d'ancienne Égypte, ni de civilisation maya et aztèque. Toutes ces civilisations dites très anciennes ont en effet existé, mais elles sont apparues seulement durant le Moyen Âge, à partir du XIIIe, XIVe siècle. Les gouvernants de tous les pays européens n'étaient pas souverains, car ils n'étaient que des vassaux du tsar empereur russe. Au tournant des XVIe-XVIIe siècles, en Russie s'est passée la scission du pouvoir politique à Moscou et le changement de dynastie. Ces événements, qui ont été appelés plus tard les Grands Troubles, ont été l'une des causes majeures dans l'apparition du séparatisme en Europe. Aujourd'hui, nous connaissons cette période de l'histoire comme la Réforme protestante. Dans les manuels, cette réforme est présentée seulement comme une division religieuse, mais en décrivant la réforme protestante, on réduit en silence quelque chose d'important. C'est en ce temps-là que les gouvernants européens, soit les vassaux de la Horde, se sont retrouvés sans maître, sans empereur. C'est pourquoi, à la fin du XVIe au début du XVIIe siècle, les provinces européennes se sont rapidement séparées de l'Empire en formant de nouveaux États indépendants européens. C'est eux qui ont eu besoin d'une nouvelle histoire. Après la victoire de la réforme protestante, les vassaux du tsar qui se sont mis à la tête de nouveaux États, dont certains n'étaient pas encore entièrement formés, ont dû résoudre deux problèmes principaux. Premièrement, ils devaient fonder leur droit au pouvoir, en lui redonnant une certaine apparence légale et légitime. Deuxièmement, ils devaient fixer leur pouvoir comme le pouvoir suprême, annihiler la mémoire du passé en rendant impossible le retour vers ce passé commun.
Leur victoire n'a pas été facile. De nombreux peuples européens, durant longtemps, ne voulaient pas reconnaître la gouvernance des réformateurs et continuer leur combat pour la restauration de l'Empire disparu. La formation des nouveaux États en Europe a eu lieu essentiellement au XVIIe-XVIIIe siècle dans des conflits et dans des guerres sanglantes. S'établir en tant que nouveau gouvernant souverain, c'était pour les anciens vassaux du tsar une question de vie ou de mort. Tant que la mémoire des gens conservait l'Empire disparu, la situation des réformateurs était extrêmement incertaine. La priorité, c'était d'annihiler cette mémoire et d'effacer à tout jamais les faits du passé réel des pages de l'histoire. Cette priorité a réuni tous les rois nouveaux venus de l'Europe et aussi les Romanov, la nouvelle dynastie royale en Russie. Ce complot global a mêlé non seulement les participants directs de ces événements, mais aussi leurs descendants, qui gardent toujours le secret des agissements illégaux de leurs ancêtres. Après la désintégration de l'Empire, les anciens vassaux se sont emparés du pouvoir sur place et se sont mis aussitôt à réécrire l'histoire en la présentant avantageusement. Sous le regard de leurs sujets, ils devaient être des rois souverains et héritiers et descendants d'autres rois souverains qui avaient régné sur ces terres. Il était difficile de s'y prendre autrement pour fonder leurs États, car selon le code de l'Empire, ils étaient des usurpateurs, des rebelles. Ils devaient surpasser ça, et c'était une question de vie ou de mort. En inventant l'histoire, ils se basaient sur l'histoire existante, celle de l'Empire de la Horde russe du Moyen-Âge. Alors la source de l'histoire fictive était la même pour eux tous. Ils changeaient de nom, habillaient dans de nouveaux vêtements, falsifiaient des dates, en envoyant vers le passé des événements différents, créant des fantômes. Mais la base d'information de toute cette activité était la seule et la même. C'était l'histoire du grand empire russe médiéval. C'est ce que nous trouvons avec nos méthodes. L'histoire de différents États européens remonte vers la même source. Aucune limite ne se posait à l'imagination des réformateurs. Pour redonner plus d'importance à leurs nouveaux États et au passage à leurs ancêtres, ils rallongeaient l'histoire de plusieurs siècles, voire millénaires. Des reflets fantômes des dynasties impériales de la Horde, repoussées dans le lointain passé, étaient déclarés comme des dynasties locales. On attribuait à ses ancêtres des brillantes victoires militaires et à ses adversaires non seulement des défaites, mais aussi tous les vices humains connus. Dans cette nouvelle histoire sont apparues de nouvelles époques, de nouveaux royaumes, de nouveaux personnages légendaires qui n'étaient en réalité que des fantômes, des réflexions de la vraie histoire, bien plus récente, de l'époque du XIe-XVIIe siècle. Ces fantômes, ces doubles sous de nouveaux noms, ont pris la place de l'histoire réelle du grand empire de la Horde russe. De cette façon, avec la création d'une nouvelle version falsifiée et mensongère de l'histoire, a été fixée la victoire de l'Europe sur la Russie, soit l'ancienne métropole du grand empire mongol. À l'aide de cette version, les nouveaux puissants ont réussi à former une nouvelle mentalité chez des peuples de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. Après 2 générations, les mémoires de l'ancien empire ont sombré dans l'oubli, sont disparues de la conscience des peuples. Au cours du temps, les peuples ont cru en leur nouvelle identité. L'histoire fictive a souvent été en contradiction avec le vrai caractère et avec la culture traditionnelle de tel ou tel peuple. Parfois, ces contradictions ont conduit à des conséquences tragiques. Un exemple qui en témoigne, c'est l'Italie. Au XXe siècle, les partisans de l'histoire ancienne italienne, inventée par les réformateurs, ont essayé de faire renaître en Italie l'esprit vaillant de l'Empire romain. Ce mythe joli mais fictif s'est heurté à la réalité hostile.
La même chose est arrivée à l'Allemagne, qui a tenté de faire renaître le dit Reich millénaire. On sait ce qui s'est passé plus tard. À l'aide de l'histoire déformée, les falsificateurs ont également réussi à obtenir un effet très important pour eux. Ils ont créé dans la société russe du XVIIe-XVIIIe siècle le sentiment de perdition, l'absence d'idées nationales. On a volé au peuple russe non seulement le passé, mais aussi l'avenir. Privée de sa vraie histoire, la Russie s'est retrouvée plusieurs fois dans une impasse historique et politique. Pour conserver le pouvoir dans l'Empire détruit, on utilisait le principe diviser pour régner. L'Empire, l'État réuni, a été divisé. Entre certaines de ces parties est apparue la haine, qui était attisée par certains puissants. En premier lieu, la haine religieuse. Il faut dire que seulement après la chute de l'Empire de la Horde russe, autrefois commun, sur le territoire de l'Eurasie ont éclaté des guerres religieuses. Le christianisme, autrefois uni, s'est divisé en plusieurs branches: l'orthodoxie, le catholicisme, l'islam, le bouddhisme et le judaïsme. Nous allons parler beaucoup plus en détail de l'histoire de la séparation des cultes dans un de nos films suivants. L'apparition de 5 nouvelles religions indépendantes a provoqué des débats au sujet de la justesse suprême de chaque religion. L'un des arguments de la justesse de la religion, c'était son ancienneté. Plus c'est ancien, mieux c'est. De cette façon, il y a eu une raison de plus d'inventer une nouvelle histoire. L'autorité de chaque religion dépendait grandement de l'influence internationale de l'État qui la professait. Sans condition, plus l'État était fort, plus d'autorité avait sa religion, et moins il y avait de nécessité de rallonger son histoire. Et inversement, plus l'État était faible du point de vue militaire et politique, plus il inventait pour soi et pour sa religion une histoire archi-ancienne, en remplaçant l'autorité de la force par l'autorité de l'âge. En d'autres mots, les religions et les États les plus jeunes ont rallongé leur histoire de façon maximale. Les plus anciens en ont rajouté moins. Jusqu'à maintenant, de nombreux pays essaient d'utiliser l'argument de leur ancienneté dans des conflits territoriaux et religieux. Un autre moyen de diviser les peuples qui ont vécu dans un seul empire, c'était la création de nouvelles langues. Au XVe-XVIe siècle, dans tout le grand empire de la Horde médiévale, on utilisait en tant que langue officielle la langue liturgique slave. En Europe, on l'utilisait également. Après la rébellion de la Réforme protestante, afin de créer de nouveaux États indépendants, les nouveaux gouvernants avaient besoin d'introduire une nouvelle langue dans chaque État. Il n'y avait pas assez de langues pour cela, alors on les a créées artificiellement. Ainsi sont apparus l'anglais, le français, l'allemand, le polonais et autres, les nouvelles langues, parce qu'au Moyen Âge, elles étaient différentes. Même l'ancien grec et l'ancien latin ont été inventés par les réformateurs, et cela à une époque assez récente. Encore plus tard sont apparus le serbe, le bulgare. Au début du XIXe siècle, ils parlaient simplement le russe. La construction des barrières linguistiques et religieuses a permis aux nouveaux gouvernants de détruire l'unité des peuples de l'ancien empire. En se heurtant à ces barrières, l'espace culturel commun s'est écroulé. Les liens de centaines d'années se sont mis à se rompre. Avec le temps, tous les peuples de l'ancien empire ont commencé à croire qu'ils ont toujours parlé, prié, vécu différemment des autres et que de toutes les manières, ils sont tous tellement différents. Ainsi, les 3 instruments principaux de la falsification,
C'était la division de la religion chrétienne commune en 5 branches, l'invention d'une nouvelle histoire pour des pays et peuples entiers, et la création de nouvelles langues. La falsification de l'histoire mondiale n'avait pas un caractère de hasard. On peut dire qu'elle a été grandement réfléchie et coordonnée. En fait, toute cette activité était un programme commun européen d'État, ce qui explique la coordination importante des actions des historiens de différents pays européens et des historiens de l'époque des Romanov. En témoigne également l'histoire des éditions, soi-disant anciennes. L'attention est attirée par le fait que dès le départ, ces éditions n'ont pas été singulières et dispersées, ce qui a l'air assez étrange. Avec la suite naturelle des événements, quelqu'un dans un endroit a dû imprimer un livre. Dans un autre endroit, un autre éditeur, indépendamment du premier, a dû imprimer un autre livre, et ainsi de suite. Seulement plus tard, au cours du temps, les gens ont rassemblé ces livres indépendants et en s'y basant, ont sorti des éditions multivolumes fondamentales. Au contraire, si l'histoire était intentionnellement falsifiée, on verrait probablement un tableau opposé. C'est-à-dire, d'abord on écrit et imprime des grosses éditions complètes volumineuses des œuvres anciennes. De plus, elles ne seront pas créées de façon chaotique, mais seulement dans un ou deux centres. Comme ça, c'est plus facile de contrôler le processus de falsification. Après, sur la base de ces éditions approuvées, entre guillemets, on publiera des œuvres singulières qui s'appuieront sur l'ensemble des sources falsifiées. Et c'est exactement ce que nous voyons dans l'époque du XVIIe-XVIIIe siècle. Et nous comprenons qu'en réalité, nous voyons le processus de la falsification de l'histoire et de ses sources. Ainsi, l'ordre flamand des Jésuites se spécialisait dans les fausses biographies des saints. De 1643 à 1794, il a publié 53 volumes. C'était vraiment beaucoup pour le XVIIe et le XVIIIe siècle. Le monopole sur l'action historique de la Compagnie de Jésus a été interrompu par la Révolution française. Un autre centre de production de faux, c'était l'ordre de Saint-Benoît. Ici, on créait des œuvres des pères de l'Église. Il est bien connu que les moines se chargeaient non seulement de l'impression des textes manuscrits, mais également de leur correction. Par exemple, en préparant pour l'impression en anciens textes manuscrits, les bénédictins comparaient toutes les anciennes citations bibliques avec un texte de la Bible du XVIIe siècle. Tous les fragments qui différaient du texte plus récent ont été corrigés, pour dire simplement « réécrits ». Ainsi, aujourd'hui, au lieu des anciens textes originaux, nous sommes obligés de lire le résultat de travail des moines bénédictins, et ce, dans le meilleur des cas, car ça peut être aussi un faux du XVIIe-XVIIIe siècle. Au milieu du XIXe siècle, un abbé français, Jacques-Paul Migne, a réédité les travaux des bénédictins. Cette édition multivolume s'appelait les Patrologies et comptait 221 volumes des auteurs latins et 161 des auteurs grecs. Rien que la quantité des volumes réédités par Migne parle éloquemment de l'ampleur des activités des moines bénédictins de correction des anciens manuscrits. Alors il n'y a rien d'étonnant que nous voyons partout les résultats des activités des falsificateurs. Comme nous pouvons le constater, c'était à la fois plusieurs départements qui étaient responsables de l'écriture de l'histoire correcte. Dans les cas les plus importants, se mettaient au travail les dirigeants même du projet historique. Par exemple, la dite chronique de Zeb Pamphile, dont l'original serait perdu, a été probablement écrite par Joseph Scaliger en personne.
Quoique les historiens disent aujourd'hui que Scaliger s'était mis à restaurer la chronique, mais il ne l'avait pas terminée. En 1787, on l'a trouvée traduite en arménien. Déjà, l'apparence même de la chronique induit des doutes de son authenticité. Les tableaux chronologiques d'Eusèbe et Pamphile sont pratiquement identiques à ceux édités par l'école de Scaliger au XVIIe-XVIIIe siècle. Ce sont des pages couvertes de nombreuses colonnes, dont chacune est attribuée à la chronologie d'un pays donné ou à une suite d'événements donnés. Cette contrefaçon de Scaliger n'est pas innocente. Elle avait des objectifs à long terme, car environ 3/4 des dates qui sont utilisées par les historiens même de nos jours sont prises dans la chronologie d'Eusèbe. En d'autres mots, il s'appuie sans autre preuve sur les datations proposées par Scaliger au XVIIe siècle. En réalité, ces dates ne sont nullement fondées. Comme il est connu, les textes médiévaux sont écrits dans une langue assez primitive. Et ce n'est pas étonnant, car seulement avec le temps, une langue orale brute devient une langue littéraire. De plus, autrefois, en composant un texte, on écrivait seulement l'ossature d'un mot constitué de consonnes. Les voyelles ont été soit omises, soit marquées avec des signes diacritiques. D'où le problème de la vocalisation des textes anciens, entre autres des textes bibliques. On ne savait pas toujours de quelle façon disposer les voyelles pour restaurer un texte de document. Mais pour quelle raison autrefois on écrivait des textes sans les voyelles? En fait, le matériel pour l'écriture était extrêmement cher et les scribes devaient l'économiser. C'est pourquoi ils raccourcissaient les textes en ne laissant que les consonnes. Naturellement, avec la nécessité d'économiser le matériel d'écriture, on ne pouvait pas s'attendre à former un style littéraire hautement raffiné. Mais avec l'apparition du papier qui devenait avec le temps de plus en plus abordable, les gens ont eu l'occasion de s'exercer pour aiguiser un style raffiné. Il n'est pas étonnant qu'au Moyen Âge, la littérature n'était que sur le point de se former chez la plupart des peuples. Mais il est étonnant que des textes plus anciens, dits antiques, soient écrits d'une langue exquise. Prenons par exemple un travail d'un historien dit antique, Tite-Live. Voilà avec quelle éloquence et circonlocution il mène sa récitation. Aurais-je lieu de m'applaudir de ce que j'ai voulu faire si j'entreprends d'écrire l'histoire du peuple romain depuis son origine? Je l'ignore, et si je le savais, je n'oserais le dire. Surtout quand je considère combien les faits sont loin de nous, combien ils sont connus grâce à cette foule d'écrivains sans cesse renaissants, qui se flattent ou de le présenter avec plus de certitude, ou d'effacer par la supériorité de leur style l'âpre simplicité de nos premiers historiens. Les historiens affirment que Tite-Live aurait écrit dans ce style exquis 144 livres au 1er siècle avant notre ère. Il faut certainement beaucoup s'exercer pour former un style aussi aisé et sophistiqué. Il faut couvrir d'écriture énormément de brouillons. Mais à l'époque de l'Antiquité, il n'y avait pas de papier. Les historiens affirment que les auteurs antiques écrivaient uniquement sur le parchemin. Regardons à quel point il était abordable. Pour fabriquer une feuille de parchemin, il faut effectuer plusieurs opérations pas très faciles. Il faut écorcher un petit veau ou un agneau dont l'âge ne doit pas excéder 6 semaines. Tremper la peau dans une eau courante durant 6 jours. Décharner la peau à l'aide d'un grattoir spécial.
Effritez les poils par la pourriture dans un trou de terre humide et par trempage dans un bain d'eau chaud durant 12-20 jours. Ôtez les poils effrités. Afin d'enlever de la peau le surplus de chaux, la laissez fermenter dans un son d'avoine ou de blé. Afin de rendre la peau souple après le séchage, il faut la tanner avec des extraits tannants végétaux. Lissez la peau en la saupoudrant avec de la craie et en la frottant avec une pierre ponce. Ce processus laborieux faisait que le parchemin était considéré comme un objet précieux. Cette situation dura jusqu'au XIVe siècle, quand on a inventé le papier chiffon. Si on en croit les historiens que les textes de Tite-Live et des autres auteurs dits antiques ont été écrits plus d'un millénaire avant l'apparition du papier, alors combien de veaux et d'agneaux avait-il fallu pour fabriquer le parchemin sur lequel les auteurs antiques perfectionnaient leur art? Il est plus logique de supposer qu'on ne décimait pas les animaux par milliers au nom de l'art littéraire. Il est fort probable que tous ces travaux antiques ont été écrits au Moyen Âge, où le papier était déjà bien répandu. De nombreuses œuvres de philosophes, d'historiens, de mathématiciens, dits antiques, sont parvenues jusqu'à nos jours. Pour une raison pas claire, toutes ces œuvres ont été trouvées à l'époque de la Renaissance. Les historiens ne donnent pas d'explication logique pourquoi c'est arrivé seulement au XVe-XVIe siècle. De plus, dans aucun musée ni aucune bibliothèque du monde, vous ne trouverez une ligne de l'original authentique manuscrit de ces travaux, mais toujours des traductions ou des copies, parfois doubles ou triples, et toujours d'un original qui serait perdu. De nombreux chercheurs, indépendamment les uns des autres, en étudiant ces textes, sont arrivés à la conclusion que certains textes célèbres n'ont pas été écrits à l'aube de notre ère, mais à une époque bien plus récente. Un exemple qui en témoigne, les travaux de Cornelius Tacite. On croit que l'historien antique romain Cornelius Tacite, l'auteur de nombreux travaux, entre autres des célèbres annales, les histoires, a vécu au 1er siècle de notre ère. Les copies principales des histoires de Tacite, l'édite la première et la deuxième copie médicienne, sont conservées dans la bibliothèque de Florence. Selon la chronologie de Scaliger, ces copies sont des prototypes de toutes les autres anciennes copies de Tacite. La première édition imprimée de Tacite a été réalisée en 1470, soi-disant à partir de la deuxième copie médicienne ou à partir de sa copie conservée à Venise, dans la bibliothèque de Saint-Marc. Mais la copie avait mystérieusement disparu de là-bas, ou peut-être elle n'a jamais été à cet endroit. L'histoire de la découverte de cette œuvre est assez fumeuse. Il est convenu de croire qu'en 1425, Poggio Bracciolini, l'humaniste et l'écrivain connu du XVe siècle, a reçu d'un moine de l'abbaye de Gersfeld un inventaire de certains manuscrits, dans le nombre de travaux de Tacite. Poggio Bracciolini est considéré comme l'un des plus brillants auteurs du XVe siècle. Il est l'auteur de plusieurs magnifiques travaux moralistes et historiques. Bracciolini a été un imitateur talentueux. Selon la convenance du lecteur, Poggio pouvait écrire comme Sénèque, comme Pétrone ou comme Tite-Live. Tel un caméléon du mot, il pouvait imiter n'importe qui. Il écrivait sur des sujets théologiques d'une telle façon que tout le monde aurait pris ses écrits pour des œuvres des pères de l'Église s'il n'y avait pas sa signature en dessous. Bracciolini était tellement populaire qu'on a élevé un monument en son honneur à Florence. Cette statue a été réalisée par Donatello en personne. On sait que Bracciolini menait grand train.
C'est pourquoi il avait toujours besoin d'argent. En tant que source de revenus supplémentaires, il a choisi la réalisation et la correction des copies des œuvres des auteurs antiques. Il faut remarquer qu'au XVe siècle, cette activité rapportait beaucoup. Avec l'aide d'un éditeur florentin, Niccolò Niccoli, Bracciolini avait organisé un business stable d'adaptation de la littérature antique. Pour cela, il a engagé plusieurs assistants assez cultivés, mais avec une réputation douteuse. Ses premières découvertes, Bracciolini les aurait faites dans une tour abandonnée et humide de l'abbaye de Saint-Gall, où il aurait été chanceux de trouver une grande bibliothèque de vieux manuscrits. Il y avait des œuvres de Quintilien, de Caius Valerius Flaccus, d'Asconius, de Nonius Marcellus, de Probus. Quelque temps plus tard, Bracciolini a découvert une œuvre d'un autre auteur antique, Calpurnius. Mais les circonstances de cette découverte sont restées inconnues. Bracciolini vendait très cher les manuscrits qu'il faisait passer pour des originaux, ainsi que les copies de ces manuscrits. Par exemple, avec l'argent de la vente de la copie du manuscrit de Tite-Live à Alphonse d'Aragon, Poggio a acheté une villa à Florence. Parmi les clients de Poggio Bracciolini, il y avait la maison de Médicis, la famille Sforza, la maison d'Este, des familles aristocrates d'Angleterre, la maison de Bourgogne, le cardinal Orsini, le cardinal Colonna, ainsi que des riches mécènes, et des universités qui, à cette époque, commençaient à constituer ou compléter leur bibliothèque. En 1425, après avoir reçu d'un moine un catalogue de livres contenant des travaux de Tacite, Bracciolini en a immédiatement informé son partenaire d'affaires, le libraire Niccolò Niccoli, et lui a proposé d'acheter ces vieux livres. Niccoli a été d'accord, mais l'affaire a duré plusieurs années, on ne sait pourquoi. Durant tout ce temps, Bracciolini tardait à honorer l'affaire sous différents prétextes. Comme Niccoli s'est lassé de recevoir des lettres avec des excuses, il a exigé que Bracciolini lui envoie le catalogue reçu du moine. À ce moment, il est apparu que les histoires de Tacite n'étaient pas listées dans le catalogue. Comment Bracciolini voulait vendre ce qui n'existait pas dans la nature? À la fin du XIXe siècle, les scientifiques Polydore Hochar et John Wilson Ross ont étudié l'histoire de Tacite et ils sont arrivés à la conclusion que cette histoire date non pas du 1er siècle de notre ère, comme on le croit, mais du XVe siècle, et ils ont accusé de la falsification de l'histoire Poggio Bracciolini, qui l'aurait trouvée. Hochar et Ross ont étudié toutes les mentions de Tacite avant le XVe siècle et ont trouvé que ces mentions étaient trop générales et imprécises et qu'elles pouvaient concerner n'importe quelle personne tout autant que Tacite. Ces mentions ne prouvaient rien. Hochar et Ross ont directement désigné Bracciolini comme l'auteur de l'histoire de Tacite écrite au XVe siècle. Bien que Hochar et Ross aient fait un énorme travail d'analyse de l'histoire de Tacite, et nous leur en sommes d'ailleurs reconnaissants, leur conclusion finale a été erronée. Ils ont avancé que l'histoire de Tacite était une falsification, mais ils travaillaient dans le cadre de la fausse chronologie scaligérienne, alors ils n'ont pas compris eux-mêmes ce qu'ils ont découvert en réalité. Selon notre reconstruction et selon nos résultats, il en découle qu'en réalité ce texte n'est pas un faux, n'est pas une falsification, mais il a été écrit par Bracciolini sous pseudonyme de Tacite, et il décrivait des événements réels du XIIe-XIIIe siècle. De tous les temps, les falsificateurs ont créé des faux, pas seulement dans un but pénal. Certains le faisaient pour flatter leur vanité, d'autres dans un but louable à première vue. Ainsi, un certain Václav Hanka, l'acteur connu de la Renaissance nationale tchèque, avait très à cœur de prouver l'ancienneté et le haut niveau culturel de son peuple tchèque.
Pour cela, il a contrefait de vieux manuscrits, notamment le manuscrit de Dvor Králové, qui contenait de vieux contes et légendes tchèques. Si un linguiste tchèque, Jan Gebauer, n'avait pas découvert ce faux, probablement ces manuscrits seraient considérés comme authentiques aujourd'hui. Il faut dire que cette contrefaçon de Anka était d'un assez haut niveau. C'est pourquoi aujourd'hui on étudie ces œuvres en tant que monument de la littérature tchèque du XIXe siècle. Malheureusement, Václav Anka ne s'est pas limité à la création des manuscrits de Dvor Králové et de Zelenogorsk. À partir de 1823, il a été bibliothécaire dans le Musée national tchèque à Prague. Dans la bibliothèque du musée, il n'est resté aucun manuscrit auquel Václav Anka n'aurait pas touché. Il modifiait le texte, insérait des mots, collait des pages, supprimait des paragraphes. Anka a inventé toute une école d'anciens peintres dont il insérait les noms dans les anciens manuscrits authentiques qui tombaient entre ses mains. La découverte de cette activité de falsification d'une échelle incroyable a été suivie par un énorme scandale. En 1827, Prosper Mérimée a publié une collection de poésie, la Guzla, sous une forme de traduction depuis des langues bulgares. Le livre a eu un grand succès. Même Alexandre Pouchkine a fait une traduction de ce livre en russe. Pouchkine s'est montré beaucoup plus crédule que par exemple Goethe, qui a aussitôt senti une mystification. La deuxième édition du livre est sortie avec une préface ironique de Mérimée, dans laquelle il avait cité tous ceux qu'il a réussi à tromper. J'ai appris 5 ou 6 mots slaves et j'ai écrit toutes mes ballades en 2 petites semaines. La collection a été secrètement imprimée à Strasbourg, dotée de commentaires et du portrait d'auteur. Le secret a été bien gardé et le succès fut énorme. Ces ballades ont eu le plus grand succès non pas auprès de simples lecteurs, mais auprès de spécialistes qui n'en doutaient absolument pas de leur authenticité. En 1849, on a publié l'épopée finnoise Kalevala. Comme on a su plus tard, elle a été l'œuvre d'Elias Lönnrot, le médecin et le professeur de langue finnoise du XIXe siècle. Cette œuvre de littérature concordait tellement bien avec l'atmosphère de cette époque qu'elle a été aussitôt reconnue comme l'épopée nationale et elle a joué un rôle très important dans la formation de l'identité et de la nation finnoise. D'ailleurs, les XVIIe et XVIIIe siècles sont riches en découvertes et en publications d'épopées nationales. C'est aussi, selon notre reconstruction, l'époque de la création des États et des nations européens. Cela correspond parfaitement bien à notre reconstruction, car les épopées nationales étaient un des éléments clés dans la formation d'identité nationale des nouveaux États indépendants d'Europe. De plus, on a déclaré que les épopées fraîchement trouvées ont été écrites au temps très ancien. Nous allons citer quelques exemples. L'épopée héroïque allemande, la chanson des Nibelungen, aurait été écrite approximativement vers l'an 1200, mais elle a été publiée pour la première fois en 1757. Le poème épique espagnol, le poème du Cid, aurait été créé vers l'an 1140, mais sa première édition apparut en 1779. L'épopée héroïque médiévale française, la chanson de Roland. On croit que la rédaction la plus ancienne de ce poème a existé en 1170, mais elle a été publiée en réalité pour la première fois en 1737. L'épopée anglaise Beowulf a été publiée pour la première fois en latin en 1845 et en anglais en 1849. Probablement toutes les épopées citées plus haut ont été créées à une époque assez récente. Au XVIIe-XVIIIe siècle,
et représente des œuvres littéraires stylisées à l'ancienne. Les jeunes nations qui venaient de naître en avaient un grand besoin. Pour que la nouvelle histoire inventée prenne la place de l'ancienne histoire de l'Empire, il ne suffisait pas de créer de nouveaux livres et de contrefaire les anciens documents. En premier lieu, il fallait détruire toutes les sources écrites qui contredisaient cette fiction. Une vraie terreur a été mise en place contre les livres et les auteurs désapprouvés. Dans les feux de l'Inquisition ont été brûlés des dizaines de milliers de livres reconnus incorrects. Les livres désapprouvés ont été bien plus nombreux que ceux qui ont été reconnus comme appartenant au canon. À partir de 1559, au Vatican, on a commencé à composer l'index des livres interdits, tristement connu. On interdisait non seulement des livres singuliers, mais aussi les auteurs de ces livres. Si un seul livre d'un auteur se retrouvait dans l'index, toutes ses autres œuvres devaient être trouvées et détruites. Par exemple, dans le livre de Mavro Orbin, Un royaume des Slaves, il y a une annotation, la liste des auteurs et des sources qu'il avait consultées. Aujourd'hui, la grosse majorité de ces auteurs ne sont pas connus. De nombreux noms sont marqués avec la mention Danata Autore, ce qui signifie « auteur maudit ». En plus de l'index des livres interdits, il y a eu aussi une liste des livres nettoyés ou devant être nettoyés, soit devant subir une correction partielle. Des commissions spéciales avaient le droit de supprimer des morceaux entiers de texte, d'interdire la publication, de faire des perquisitions dans des librairies et dans des imprimeries, de fouiller des colis avec des livres aux frontières. Dans tous les ports, il y avait des commissaires du tribunal sacré qui autorisaient le débarquement seulement après avoir validé l'absence de livres interdits sur le bateau. L'Inquisition confisquait des livres non seulement aux communs des mortels, mais aussi à des nobles. En 1602, en Espagne, l'Inquisition a fait une perquisition dans la bibliothèque du confesseur personnel de la reine. Le roi d'Espagne a prié avec humilité de lui laisser quelques livres interdits. Le grand inquisiteur en personne a dressé une liste des œuvres littéraires que le roi était autorisé de lire. On continua de brûler les livres en masse jusqu'à ce que la mémoire écrite du Grand Empire soit effacée. Aujourd'hui, il n'existe pas un atlas complet de toutes les anciennes cartes géographiques conservées jusqu'à nos jours. De temps en temps, dans des pays différents, on publie certaines cartes ou des petits atlas. La plupart du temps, sans agrandissement de détails décolorés ou usés, qui souvent contiennent une information très importante pour les chercheurs. Les premiers descriptifs géographiques des pays et des continents, ce n'étaient pas véritablement des cartes scientifiques dans le sens moderne de ce mot, mais seulement des listes assez courtes. La nouvelle étape dans le développement de la cartographie, c'était la représentation des cartes sous forme d'un cercle séparé en 3 continents, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. À l'intérieur de chaque segment, on listait des pays et des peuples correspondants. Avec le développement du cabotage, soit la navigation longeant les côtes, sont apparues des cartes avec des contours approximatifs des pays. Et seulement au XVe, XVIe siècle, avec le commencement de l'époque des grandes découvertes géographiques, les contours des pays et des mers sont devenus plus ou moins véridiques et les marques géographiques sont devenues plus détaillées. Il est curieux que sur les cartes des XVe, XVIe siècles, souvent soient présentes les mêmes appellations géographiques de territoires, de villes et de rivières différents. En fait, le Grand Empire, en répandant ses conquêtes, transmettait sur les terres colonisées les appellations géographiques russo-turques.
Et ce n'est pas étonnant. Les colonisateurs arrivaient sur de nouvelles terres et les appelaient avec des noms habituels, en mémoire de leur pays natal lointain. Mais au XVIIe, XVIIIe siècle, en Europe et en Russie, on a commencé à créer et à introduire une nouvelle version de l'histoire mondiale. Les historiens de l'école de Scaliger se sont mis à effacer l'histoire du Grand Empire des pages des chroniques. De nombreuses appellations impériales soit sont disparues complètement des cartes géographiques, soit ont été transférées ailleurs. Par exemple, la Jérusalem évangélique. La Jérusalem décrite dans le Nouveau Testament, ou comme on l'appelle la Jérusalem biblique, c'était la capitale de l'Empire byzantin du XIe-XIIIe siècle. Lorsque les historiens de l'école de Scaliger ont commencé à créer l'histoire falsifiée, ils ont dû falsifier l'histoire de l'Empire byzantin. Pour cela, ils ont affirmé que la Jérusalem de l'Évangile se trouvait sur le territoire de la Palestine moderne. Un autre exemple, c'est l'histoire de Novgorod la Grande. Durant plus de 3 siècles, cette ville était non seulement la capitale de la Russe, mais aussi la capitale de tout l'Empire russe médiéval qui comprenait l'Europe et beaucoup d'autres lieux, l'Eurasie presque entière. Selon notre reconstruction, on appelait Novgorod la Grande la ville de Yaroslavl sur la Volga. Dans un sens plus large, on utilisait cette appellation pour toute la région de Vladimir et de Souzdal, la région centrale du Grand Empire, avec la capitale à Yaroslavl. Contrairement à Yaroslavl, où il y avait essentiellement des services administratifs de l'Empire, dans d'autres villes de cette région, il y avait des trônes du tsar avec la cour du tsar. À Souzdal, durant longtemps à Vladimir, à Alexandrov, etc. Tout ça, c'était la Russe vladimiro-suzdalienne. Plus tard, au XVIIe-XVIIIe siècle, lorsqu'on a falsifié l'histoire russe, Novgorod la Grande a été transférée sur papier des rives de la Volga sur les rives de la Volkhov, dans un coin nord-ouest de la Russie. Grâce à ce genre de manipulation, de nombreuses appellations anciennes russes se sont retrouvées dans d'autres pays ou même sur d'autres continents. L'appellation de Mongolie s'est retrouvée dans le désert de Gobi. Le pays sur la péninsule d'Industan a pris le nom de l'Inde. Les Chinois aussi ont eu certaines appellations russes. Toute cette activité de découpage des cartes géographiques se faisait dans des cabinets, uniquement sur le papier. Ensuite, des missionnaires réformateurs munis de nouvelles cartes arrivaient en Afrique ou en Asie et disaient aux autochtones les noms anciens de leur pays. Probablement, en premier temps, les autochtones perplexes haussaient les épaules, mais ils s'y habituaient avec le temps. Pour ceux qui ne trouvaient pas les dires des missionnaires convaincants, les réformateurs avaient toujours le feu et d'autres moyens efficaces de persuasion. Probablement, la réforme des cartes géographiques s'est terminée seulement au XIXe siècle. Dans les études des cartes anciennes, la question de leur datation prend une place à part, car sur de nombreuses cartes, l'année de leur sortie n'est pas indiquée. Néanmoins, les historiens les datent avec certitude, par exemple du XIVe, du XVe ou du XVIe siècle. Mais il est évident que maintenant ces cartes doivent être réétudiées pour la question de leur datation. De nombreux faits de falsification de documents écrits ou d'altération des cartes géographiques induisent de sérieux doutes quant à la véracité de leur datation. Jusqu'en 1991, de nombreuses personnes avaient considéré la version d'Anatoly Fomenko et de Gleb Nosovsky en faveur de l'existence de la chute d'un empire mondial et de la falsification globale de l'histoire mondiale comme une version intéressante, mais très peu probable. Le complot semblait être d'une échelle trop importante. Mais après la chute de l'URSS, des millions de gens qui vivaient dans l'espace post-soviétique ont vu de leurs propres yeux que la chute d'un empire était inévitablement suivie de la falsification de l'histoire.
Pour isoler des peuples ayant vécu durant des siècles dans un seul pays, il faut tout simplement leur inspirer une idée de leur unicité et de leur indépendance. Ceux qui ne croient toujours pas au complot contre l'histoire mondiale devraient simplement ouvrir les manuels d'histoire qui sont édités dans les ex-républiques soviétiques. L'Ukraine, la Géorgie, le Kazakhstan, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie. Ce qui est écrit dans leur manuel d'école va à l'encontre non seulement des faits historiques réels, mais aussi à l'encontre du bon sens, parfois même à l'encontre des lois internationales. Malheureusement, toute une génération de jeunes gens a été élevée sur ces manuels. Et cela de nos jours, quand l'information peut être transmise instantanément. Il semble qu'il est impossible de cacher ou de falsifier quoi que ce soit. Mais il se trouve que le seul accès à l'information n'est pas décisif. Le contenu et la présentation jouent énormément. S'il est possible de manipuler la conscience humaine à l'âge de la télévision, d'Internet et des connexions mobiles, que dire alors des gens qui ont vécu 300, 400 années en arrière? Aujourd'hui, tout comme dans ces époques lointaines, de nouveaux gouvernants, de nouveaux États changent la religion en essayant de la déraciner. Par exemple, en Ukraine, on essaie de créer de force un nouveau patriarcat en séparant l'Église orthodoxe du patriarcat de Moscou. On renforce d'autres religions. En premier lieu, la religion catholique. On crée une nouvelle langue en remplissant l'ancien dialecte de l'Ukraine de mots d'origine polonaise et en refusant la langue russe. On réécrit l'histoire en inventant de nouveaux héros et de nouveaux mythes. Il se passe la même chose qui s'est passé à l'époque de la chute de l'Empire mondial de la Horde russe au XVIIe siècle. Nous avons traité d'une infime partie de contre-épreuves historiques réalisées durant ces quelques derniers siècles. Dans nos films suivants, nous allons revenir à plusieurs reprises sur le thème de la falsification de l'histoire mondiale et en citer de nouvelles preuves. Dans l'épisode suivant, nous allons raconter comment, durant ces derniers 400 ans, on a pu créer de nouveaux manuels pour ceux qui devaient croire en l'histoire de Scaliger et de Petavius.